1972, c'est la naissance du Front commun. Un affrontement historique entre le gouvernement et ses employés éclate. 3 centrales syndicales défient la loi et l'ordre. Ici Anne-Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. En 1972, les 210 000 syndiqués du secteur public ne gagnent pas encore 100 $ par semaine. Une ronde de négociations difficile s'engage alors avec le gouvernement. Une coalition peu ordinaire se forme. 3 chefs syndicaux unissent leurs forces. L'enjeu est crucial, un salaire décent pour les travailleurs. D'un côté, on retrouve le Front commun syndical déterminé à gagner la bataille. De l'autre, le gouvernement de Robert Bourassa, résolu à faire respecter la loi et l'ordre. L'affrontement est inévitable. La paix sociale est bouleversée et le prix à payer est élevé pour les chefs syndicaux. D'aller jusqu'à la grève générale limitée si requis. Depuis 1964, les employés du secteur public ont droit de se syndiquer. Mais en 1972, ils adoptent une toute nouvelle stratégie pour négocier avec le gouvernement. Ils se regroupent tous en un front commun intersyndical. Une force de frappe sans précédent que doit affronter le jeune ministre de la fonction publique, Jean-Paul Lallier. Nous vivons quelque chose qui n'a pas de précédent en Amérique du Nord. À la tête de cette armée de 210 000 employés, 3 chefs. Marcel Pepin, aujourd'hui décédé, dirige les 100 000 membres de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN. Louis Laberge, disparu également, préside la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ, qui compte plus de 40 000 membres. Le 3e, Yvon Charbonneau, le nouveau chef de la Corporation des enseignants du Québec, la CEQ, une centrale de 60 000 membres. Ce sont des gens extrêmement populaires dans leur milieu syndical. Les syndicats sont au plus fort, je pense, de leur énergie, je pense. Et ils s'en viennent traiter avec l'État ensemble. Et ils traitent avec un gouvernement qu'ils perçoivent relativement faible parce qu'il est jeune et qui a traversé la crise d'octobre. Marcel Pepin est l'âme dirigeante de cette nouvelle alliance syndicale, affirme Michel Rioux, son attaché de presse à la CSN. Les revendications de fond, c'est lui qui les a mises au point, qui les a portées, qui a fait les ajustements avec les autres centrales. Et ça, c'était reconnu par les 2 autres organisations. On s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est extrêmement puissant sur le plan intellectuel, mais qui a un sens de l'État aussi. Mais en même temps, qu'il faut partager les richesses. Partage de la richesse, c'est d'abord et avant tout un salaire décent. Les employés de l'État en ont assez de leur maigre chèque de paye. Avec la prime, ça nous donne 81 $ clair. Vous faites la grève pourquoi, personnellement, monsieur? Parce qu'on n'est pas assez rémunéré. C'est votre raison principale? Certainement. Monsieur Laviolette, vous êtes préposé aux malades. Vous gagnez combien par semaine ici? Ici, Claire, j'ai gagné 75 $. Est-ce qu'avec 75 $ par semaine, vous réussissez à joindre les 2 bouts? Bien, il le faut, mais avec difficulté. Vous attendez à gagner combien? Au moins 100 $ clair par semaine pour arriver. C'est lorsque le mari tombe malade, une femme il y a juste une femme pour travailler avec 100 $, je trouve que c'est pas exorbitant. Près de 60% des syndiqués du secteur public ne gagnent pas 100 $ par semaine, l'équivalent d'environ 575 $ en chiffre d'aujourd'hui. Le Front commun veut changer la donne et exige en priorité un salaire plancher. 100 $ par semaine minimum pour tous, clament les troupes. Le ton des négociations est donné. C'est une manière très synthétique, très ramassée de galvaniser nos troupes aussi. 100 $ par semaine. Il n'y a pas quelque chose de plus clair que ça. Le Front commun a réussi à démontrer qu'il valait mieux une société bâtie sur des rémunérations relatives aux besoins des salariés et non pas uniquement à la loi de l'offre et de la demande. Vous, Monsieur le ministre,
Pour Muriel Laliberté, sténodactylo à l'hôpital Notre-Dame, gagner 100 $ par semaine équivaut à une augmentation de salaire de 40 %. Ça représentait quand même de très grosses augmentations de salaire. Entre nous, on n'y croyait pas vraiment. On ne pensait pas atteindre ça. C'était un rêve, là. Sur toutes les tribunes, le ministre Lallier défend bec et ongle la politique salariale de son gouvernement. Pas question de hausser les salaires au-dessus de la moyenne provinciale. Pourquoi est-ce que l'État, à ce moment-ci, paierait dans le secteur public, à même les fonds publics, à même les taxes de tous les autres travailleurs et de tous les citoyens du Québec, des salaires qui comporteraient des augmentations de près de 50 % pour les plus bas. Alors que l'objectif de l'État, c'est précisément de faire en sorte que l'ensemble des travailleurs du Québec voient leur revenu minimum augmenter, et ça le plus rapidement possible. Et c'était ça l'enjeu. On disait aux syndicats, vous négociez pour un nombre restreint de personnes. Nous, on parle au nom de l'ensemble de la collectivité, d'où l'enjeu public. Deux positions irréconciliables. Jean Cournoyer, alors ministre du Travail, l'a tout de suite compris. On était convaincus du côté du ministère du Travail que ça marcherait pas. Peut-être 100 $ un jour, mais pas maintenant. Donc l'affrontement était prévisible dès 1970. Un affrontement prévisible aux conséquences imprévisibles. Depuis des mois, les négociations entre le gouvernement et le Front commun piétinent. Une grève légale de 24 heures est prévue le 28 mars. Tous les services publics risquent la paralysie. Vendredi prochain, à moins qu'il y ait un changement du côté du gouvernement, ce que j'espère d'ailleurs, mais il y aura une grève générale. Avant même un seul jour de débrayage, le ministre de la Justice, Jérôme Choquette, se tourne vers les tribunaux pour faire interdire la grève. Il n'y a pas de droit absolu. Dans ce cas précis, il appartenait au ministère de la Justice d'être comme le moteur, parce que ce qui était le plus primordial, c'était de sauvegarder l'ordre public et en même temps protéger les malades. Quand on a demandé l'injonction en fonction du Code du travail, l'article 99 de l'époque, c'est qu'on croyait comme gouvernement que la santé et la sécurité du public étaient mises en danger. Quelques jours après cette grève de 24 heures, des injonctions sont accordées. La grève est interdite dans une 50aine d'hôpitaux pour malades chroniques et malades mentaux. Et ce, jusqu'au 9 juin 1972. J'ai été consulté par le ministre des Affaires sociales de l'époque, M. Claude Castonguay, et là, on a vu qu'est-ce qui se dessinait, c'est-à-dire une grève générale. Alors, ça posait un problème. Et on a eu recours à des injonctions. Le 10 avril, outré par l'attitude du gouvernement et du ministre de la Justice, les 210 000 syndiqués du secteur public et parapublic défient les injonctions et entrent en grève. 1 million d'écoliers sont en congé forcé. 75 % des lits d'hôpitaux du Québec sont inoccupés. Tout le monde avait l'air de nous supporter. C'était la sensation qu'on avait. Autant dans nos familles, tout ça, puis les gens disaient « Allez-y les jeunes, puis foncez! » Jeunes, idéalistes et déterminés, les troupes endossent avec ferveur des enjeux qui dépassent largement le secteur public. Je pense que c'est une lutte pour une meilleure répartition de la richesse, en fait une lutte pour la justice, pour l'égalité. On se voyait comme des agents de changement. Tout le monde comprend que il peut y avoir un effet d'entraînement. Selon les salaires gagnés dans le secteur public seront ensuite l'objet de comparaison pour le secteur privé. Et de ce point de vue-là, c'est une lutte, c'est sans doute la lutte à connotation sociale la plus forte et la plus importante que le Québec a connue. Le gouvernement Bourassa est sur les dents. Il affirme que la situation dans certains hôpitaux psychiatriques, particulièrement l'hôpital Saint-Michel-Archange à Québec et Saint-Jean-de-Dieu à Montréal, est alarmante. Le rapport du Conseil au Conseil des ministres par le ministre de la Santé de l'époque était à l'effet que c'était un désastre dans les hôpitaux, particulièrement les hôpitaux psychiatriques. Encore